que cet élan sera maintenu. Désolé VPM, je faisais un petit témoignage de conduite. Non, mais la différence est notable, tant dans l'organisation, dans la surveillance de ces élections. Je me rappelle en 2018, les dirigeants au pouvoir avaient du mal à faire leur campagne, mais cette fois-ci, et ceux qui sont au pouvoir et les opposants ont parcouru toute la République sans restriction aucune. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter et féliciter. Par rapport à la question de nos amis des FCC qui invoquent l'article 64, je ne sais pas s'ils savent bien interpréter cet article. Cet article dit tout simplement que les Congolais ont le devoir sacré de s'opposer, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui tente de prendre le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Est-ce au jour d'aujourd'hui, concernant les premiers points, prendre le pouvoir par la force, est-ce que le gouvernement est en train de prendre le pouvoir par la force? Non. Nous avons des institutions issues des élections auxquelles le FCC avait participé, avec une majorité au niveau du Parlement. Si donc il y a des gens qui peuvent tomber sous les coups de cette disposition, c'est justement le FCC qui a boycotté le processus électoral. Il devait plutôt se taire que parler parce que le processus électoral ne les concerne pas. L'expérience qu'ils sont en train de vivre, nous, à l'IDPS, nous l'avons vécu en 2006. Vous ne nous avez jamais vu revenir pour contester les élections auxquelles nous n'avons pas pris part. Ils les contestent en fonction de quoi? Si ce n'est que vouloir amener les troubles dans les pays et tomber victime de 64. C'est là que j'ai dit que le gouvernement de la République a pris toutes les mesures pour faire face notamment à des gens pareils qui pensent qu'ils peuvent inciter la population à renverser les institutions de la République. Peut-être on ne vous a jamais dit pourquoi ils ne se sont pas présentés, ce n'est pas parce que le processus était biaisé, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un bilan à présenter au peuple. Qui pouvait accepter de voter quelqu'un issu de ce régime-là après tout ce que nous avons connu dans ces pays? Alors, ayant compris cela, ils ont décidé de mettre à l'écart, qu'ils se taisent tout simplement. Voilà, merci VPM. Jacques Amboka. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Ma question est celle de savoir, avant les élections, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba avait, selon ses déclarations, déclaré que les serveurs de la CENI avaient fait l'objet d'attaques de la part je ne sais pas comment les considérer, de sources russes. Le chef de l'État y est revenu aussi lors de son passage à Top Congo. Ma question est celle de savoir, on a pu quand même organiser les élections sans que ces attaques puissent faire des impacts sur le processus électoral. Est-ce que les autorités du pays peuvent laisser passer cet incident comme ça, parce qu'on sait quand même que c'est aussi une question liée à la sécurité? Y aura-t-il pas des enquêtes qui peuvent se suivre pour apporter plus de lumière pour que les Congolais puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les auteurs de ces attaques et comment les pays peuvent aussi faire pour contrer à l'avenir de telles attaques? La question est adressée au vice-premier ministre. Et la deuxième question est celle de savoir, monsieur le vice-premier ministre, si on essaye de faire l'inversion de rôle, UDPS à son temps par rapport au contexte actuel d'organisation des élections, c'est vrai qu'on essaye de minimiser un peu les irrégularités sur le processus électoral. Si UDPS était à l'opposition, aujourd'hui, il n'envisage-t-elle pas aussi des marches pour contester ce qui est
effet ou peut-être vous alliez simplement accepter qu'on dit ça à la Cour constitutionnelle. Connaissant l'IDPS, est-ce que vous n'alliez pas vous jeter à la rue pour contester les résultats aujourd'hui? Voilà. Je commence par la dernière question. L'IDPS est parmi les acteurs dans les processus. L'IDPS est au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'IDPS est le rôle gouvernemental avec tant d'autres amis. L'IDPS a concouru à ces élections de manière la plus transparente à travers les gouvernements de la République. C'est-à-dire que l'IDPS est disposé à accepter tout résultat qui sortira de ces élections. Parce que nous n'avons pas que l'évolution sous-entend qu'il y a peut-être des pratiques qui ne cadrent pas avec l'intégrité de l'élection. Mais dans ces cas, je peux vous garantir et vous rassurer que même si l'IDPS était dans l'opposition et que les choses soient passées telles qu'elles se sont passées aujourd'hui, en toute transparence, les résultats publiés par bureau de vote, l'inclusivité, les gens que vous avez, puisque moi je suis encore revenu, j'en ai débattu avec certaines organisations internationales. Il y avait des équipes, des matériels qui nous de l'environnement. Nous sommes organisés pour sécuriser les installations de la CENI. Et ils ont échoué. Ils ne s'en servent plus à rien. Mais vous pouvez deviner, hein, ces gens-là existent, mais ils ne servent plus à rien parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est ce qu'on appelle en droit l'infraction manquée. Le gouvernement de la République reste vigilant. Ayant échoué à manipuler les résultats des élections, il se prépare à contester. Vous devez avoir déjà entendu certains de ces groupes-là donner des points de vue qui ne reposent sur rien, des points de vue totalement contradictoires, dépourvus de tout fondement. Comment est-ce qu'un responsable peut se lever un bon matin et dire que face à ces processus qui s'est passé vraiment dans la transparence, dire qu'il y a eu des votes dans des camps militaires et dans les églises? Il faut apporter la preuve. Il ne suffit pas d'alléguer des faits. Il faut indiquer que dans tel camp militaire, il y a eu bureau de vote et surtout donner les noms de ces bureaux-là. Parce que si on veut frauder, on déplace un dispositif régulièrement installé par la CENI, on l'amène ailleurs pour aller bourrer les urnes. Et si on a bourré les urnes dans les camps militaires ou dans les églises, ça veut dire que ces équipements-là étaient destinés à un endroit déterminé qui se trouve dans la cartographie de la CENI. Si ces gens-là sont intelligents, s'ils sont sincères et honnêtes, ils devaient commencer par dire que les bureaux ou les matériels qui étaient destinés pour tel bureau n'a pas été amené à ces bureaux-là, on l'a plutôt amené dans tel camp. Qu'ils soient capables de dire ça, c'est ça même la transparence. Il ne suffit pas de venir lire, faire un communiqué pour plaire à ceux qui leur ont donné des millions. Il y a des gens qui vivent, qui pendant les élections, ils se battent pour que les élections arrivent. Ils sont bénéficiaires de plusieurs millions qui pouvaient, si ils étaient mis à la disposition de la République, développer certaines infrastructures. Mais ici, ils prennent ça juste pour organiser les troubles et les désordres dans les pays. C'est tout simplement malheureux.
Voilà, un petit commentaire parce que vous avez parlé des minimiser tout à l'heure. Il faut regarder cette élection dans toute sa dimension. La CENI avait prévu de déployer 75 400 bureaux de vote. J'ai cru comprendre qu'un bureau de vote équivaut à une machine. Une machine, d'après les statistiques, c'est 680 électeurs. Plus 70, on suppose qu'il peut y avoir des journalistes, des observateurs ou de témoins qui peuvent voter par dérogation, on est à 750. Je ne sais pas quel est le nombre final, parce que j'ai entendu la CENI parler à partir peut-être de 90% de bureaux de vote qui ont été ouverts, qui ont été opérationnels. Je ne sais pas si les incidents dont vous parlez concernent 100 machines. Je ne suis pas spécialiste, la CENI répondra. Si ça concerne 100 machines, au maximum, ça fait 75 000 voix. Dans un contexte où si on en avait ouvert 90 000, qu'est-ce que 75 000 peut représenter, par exemple, pour l'élection présidentielle qui se joue à des millions et des millions? C'est marginal. Évidemment, dans une élection que nous voulons inclusive, où tout le monde doit voter pour son député provincial ou son député national, évidemment, à un niveau plus réduit, cela a un impact. Je vous ai donné l'exemple de l'ISP Bunia, et pour lequel le gouverneur militaire et la CENI avaient trouvé des solutions sur ce qui concernait les déplacés. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de minimiser les incidents. Les incidents, au contraire, il faut le reconnaître et y apporter des réponses. Mais ici, on est dans un contexte où des gens pensaient, où des gens parlent de chaos, où les gens parlent de choses qui, en réalité, si vous regardez la grosse masse des populations congolaises qui s'est déplacée, est infime. Ça veut dire que nous, on ne s'attendait pas à des élections parfaites. Mais lorsque vous avez cet incident avec des déplacés qui brûlent 3 machines, et les 3 machines ont été remplacées, mais tous ces médias qui ont rapporté ça, y compris à l'international, est-ce qu'ils ont pris le soin de repasser au même endroit pour voir que l'incident a été traité? Vous voyez qu'ici, lorsqu'on parle de changement de narratif, on en parle vraiment parce qu'il y a un besoin. On a compris qu'il y a des gens qui s'attendaient au chaos et qui pensent encore qu'il y aura les chaos avec la publication des résultats. Rien de cela n'arrivera parce que le peuple s'est massivement exprimé dans la discipline. Je pense que ça, c'est un des points cruciaux et je suis sûr que ces peuples-là, nous verrons sa réaction le jour de la publication de résultats. On va prendre la dernière question avec M. Serge Seka. Madame Rachel, venez alors rapidement, parce que le VPM a d'autres charges. Venez Clément rapidement, comme ça on va répondre et finir. Merci Excellence pour la parole, le meilleur vœu à vous. Nous entrons dans une période où la parole se libère, les narratifs au pluriel dans tous les sens, au risque de récupération politique. Ma question, pourquoi le gouvernement ou peut-être le ministère de Communication n'organiserait-elle pas le ministère de Communication n'organisera-t-il pas des émissions, des sensibilisations en marge de ce que la CENI est en train de faire pour appeler à la citoyenneté? Parce qu'après les élections, le Congo doit rester. Absolument. Après les élections, nous devons continuer le développement, nous devons vivre, nous n'avons que ce pays. Absolument. Alors, il y a des discours qui tendent à brûler le pays, à jeter les bébés l'eau du bain. Nous, on dit non, et on attend peut-être de vous, ministre, gouvernement, la possibilité d'organiser, de donner toutes ces explications que vous donnez, parce que nous avons comme l'impression que la CENI vient après coup, vient pour justifier alors qu'on pouvait anticiper, dire qu'il y a telle difficulté, on couperait l'herbe sous le pied de ceux des détracteurs. Première question. Deuxième question au VPM. Oui, le gouvernement est resté en place. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand le ministre dit que l'administration publique a continué, parce qu'ici à Kinshasa, nous prenons Kingabwa jusqu'à Kinsuka, il y a inondation. Il y a des familles entières qui sont dehors du fait de crues, et notamment la problématique de Bédengalima s'invite. On a construit, on empêche aujourd'hui le fleuve de s'étendre avec... Ce ne sont pas les pluies de Kinshasa, mais les pluies du Nord. Alors, il y a un silence où on se noie. Le gouvernement est silencieux, même pas. Je crois que je comprends qu'il y a la problématique d'organisation, de sécurisation des élections et même des candidatures. Mais là, il y a la population congolaise. Il faudrait que ce soit à Beni, à Butembo, à Rutshuru,
Nous sommes tous Congolais, il y a des familles qui sont d'ailleurs ici, et ça nous inquiète, ça inquiète la population de voir qu'il n'y a pas tellement de réactions à ces niveaux. Merci. Voilà, sur votre première question, c'est pertinent parce que j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe de la RTNC. La période de la campagne électorale est finie. C'est une période spéciale où on peut s'autoriser à avoir des positions qui étaient quelquefois tranchées. Certains ont eu des insultes ou des invectives, mais c'était dans le cadre de leur stratégie. Mais aujourd'hui, le Congo doit gagner. Et nous observons que les Congolais ont effectivement gagné parce qu'ils se sont massivement exprimés aux dernières élections. Il y a eu des difficultés, on l'a reconnu, c'est inhérent au contexte qui est le nôtre et nous l'avons bien expliqué. Mais maintenant, il y a la phase cruciale qui est celle de la publication des résultats. Lorsque vous avez participé à une compétition, il faut savoir que vous pouvez perdre. Et si vous perdez, vous n'allez pas tout de suite dire que bon, la compétition n'était pas bonne parce que vous n'avez pas perdu. Vous avez perdu, ce n'est pas faire preuve de fair play. Ici, de manière régulière, on a toujours dit non au discours de haine. Ici, de manière régulière, on a toujours dit non au discours ségrégationniste ou sécessionniste, que sais-je encore. Et ici, et c'est l'essence justement de cet exercice, où le gouvernement vient rappeler que des dispositions sont prises pour maintenir et préserver l'ordre public partout, et les dispositions sont prises pour qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Nous ne sommes plus en période de campagne électorale où on pouvait y avoir une certaine tolérance parce que c'était dans un contexte de campagne. Mais aujourd'hui, aucun dirigeant politique ne peut tenir un discours qui peut être de nature à troubler l'unité nationale, etc. et rester sans conséquence. La conséquence peut être même un rappel à l'ordre. Il ne faut pas forcément voir la conséquence en termes d'interpellation, d'arrestation. Mais s'il faut y arriver, nous y arriverons parce qu'il faut garantir et préserver l'unité nationale. Et donc ici, que ces messages-là soient bien captés. Mais il ne faut pas forcément attendre que le ministère ou que le ministre prenne l'initiative. Vous êtes des médias, vous êtes des Congolais. C'est aussi cela, le rôle qui est le vôtre, de faire de plateau, de donner la parole à ceux qui vont rappeler aux uns les autres qu'une élection, c'est une compétition. 5 ans, ça passe vite. Peut-être que dans 5 ans, ce sera votre tour, si vous avez des arguments. Alors pourquoi vous voulez jeter l'eau et l'enfant du bain? Parce que simplement, vous n'avez pas été cette fois-ci le favori de Congolais. Donc il faut accepter que cette élection va consacrer un vainqueur et vous serez peut-être des perdants. Alors soyez fair play, n'essayez surtout pas de perturber l'ordre public ou de perturber l'unité nationale. Pas du tout. Oui, je voudrais ajouter un peu à ce qu'a dit mon collègue. Je vais illustrer la période électorale à une compétition sportive et beaucoup plus, par exemple, de boxe. Lorsque les deux boxeurs montent sur les rings, ils se donnent des coups, chacun cherchant à éliminer l'autre et l'emporter. Mais les mêmes boxeurs, dès qu'ils quittent les rings, ils s'administrent des coups, tout de suite, ils tombent sous les coups de la loi. Ça, vous le savez. Cela revient à dire que la période de la campagne électorale, où parfois tous les coups pouvaient être tolérés et dépassés, nous entrons dans une nouvelle phase où le tout doit se faire conformément à la loi. Et ici, il y a des attaques, soit collectives, contre des communautés entières, ou ciblées. J'encourage les victimes de ces attaques de saisir la justice pour qu'ils soient restaurés dans leur dignité. Et j'exhorte également la justice de notre pays de demeurer vigilant. En ce qui me concerne, mes services sont instruits et ils ne vont pas lésiner sur les moyens pour se saisir de toute personne qui va tomber sous les coups de la loi et les déférer devant la justice. Maintenant, par rapport à l'administration, je crois avoir répondu. L'administration ne pas exister. Elle a existé, mais on a noté la négligence de certains responsables, je l'ai dit. Ceux qui devaient prendre de telles questions en charge, ils ne l'ont pas fait. Et je suis content que cela soit constaté en ce moment-ci. Demain, nous allons avoir un nouveau gouverneur, un nouveau gouvernement provincial qui peut bien s'occuper du vécu quotidien des Kinos.
En attendant, il y a des victimes, c'est des gens, des familles qui sont dehors. Bien sûr, nous sommes là. Nous sommes là. On vous voit, mais sur le terrain, il y en a... Si les institutions provinciales sont en faillite, le gouvernement de la République est là. Si vous suivez bien l'action gouvernementale, nous sommes toujours aux côtés de nos populations et nous essayons de soulager tant soit peu les difficultés auxquelles ils sont butés. Mais il appartient aux différents gouvernements provinciaux de prendre leurs responsabilités et faire face à certains défis qui relèvent de leurs compétences. Et d'ailleurs, je pense que c'est vendredi, nous aurons Conseil de ministres. On va voir Madame Rachel et Clément rapidement, s'il vous plaît, pour vos questions et on va terminer cet exercice. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction à mi-publication des résultats. On est à presque 15% des résultats des premières tendances de la présidentielle qui donne à ce jour le candidat numéro 20 en tête des publications des premières tendances avec 78,80% de voix. Alors, est-ce qu'il y a des effets surprises quand vous regardez, par exemple, la publication circonscription électorale par circonscription électorale? Est-ce qu'il y a des circonscriptions électorales qui vous surprennent dans le nombre ou les chiffres de votre candidat dans ces circonscriptions électorales, puisque vous suivez à la lettre la question de cette publication des résultats de la présidentielle? Une question au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous avez une suite sur les enquêtes au sujet de la mort de l'expert Haïti, des observateurs de l'Union européenne qui a trouvé la mort à Kinshasa, capitale de la RDC, et en tant que patron du territorial, hier on a encore voté à Bapéré dans le Nord Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un coin de la République où des électeurs sont appelés aux urnes? Alors sur votre première question, on sera gêné de commenter ces résultats à ces stades. Nous avons fait une campagne électorale avec notre candidat, le numéro 20, et nous sommes en train progressivement de récolter ce qu'on a sémé. On le regarde évidemment avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, et dans le moment venu, nous aurons l'occasion de réagir. Mais ce que nous notons et qui est bien, c'est que tout s'est fait de la manière la plus transparente. Nous avons mis à disposition la télévision nationale et d'ailleurs, dès qu'on termine cet exercice, je pense que le centre Bossolo va prendre le signal pour que le Congolais puisse suivre en même temps que nous la publication des résultats. Jacques Moudouba, ça c'est un point majeur qui différencie ces processus des processus précédents. Et Madame Rachel, soyez sûre que nous réagirons le moment venu dès que cela sera nécessaire. Parce que nous sommes dans une tribune gouvernementale. Il ne serait peut-être pas de bonne loi de donner nos avis sur ce qui se fait, mais nous espérons que tout le monde suit les résultats avec le même esprit que nous, la même sérénité que nous, parce qu'à la fin, c'est les Congolais qui auront gagné. Voilà. Madame Rachel, par rapport à la mort de l'observateur, il s'agit d'un responsable informatique de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui s'est jeté, je pense, du 4e étage. Et il a trouvé la mort. Les enquêtes sont en cours pour connaître les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort. Et je ne sais pas en dire plus. Par rapport aux élections qui s'éteindraient, depuis ce matin, je n'ai pas reçu un rapport dans ce sens. Peut-être parce que de chez moi, je suis venu ici. Je ne suis pas encore arrivé dans mon cabinet. Je ne suis pas en mesure de donner une réponse exacte par rapport à cette question. Mais alors peut-être c'est la question qu'il faudra reposer à M. Kadima, parce que hier je le suivais avec Israël Moutala et Patient Ligodi justement. À cette question, il a dit que les Congolais ont le droit constitutionnel de voter. Dans le contexte qui est le nôtre, il a même rajouté en disant nous faisons une élection à seuil, où il faut donner la chance à tous les partis politiques
de revoir ou d'avoir un peu les réponses, toutes les voix de tout le monde. Je pense que ce serait bien de reposer cette question-là au président de la CENI. Peut-être qu'il pourra vous donner une réponse plus précise. Mais nous notons que l'engouement de Congolais pour ce vote doit être et devait être pris en compte pour qu'ils puissent exprimer librement leur suffrage, y compris pour sanctionner des dirigeants comme le VPM l'a insinué tout à l'heure, qui ne se seraient pas évidemment bien acquittés de leurs tâches quand ils étaient aux responsabilités. Monsieur Clément, allez-y rapidement. Ma préoccupation s'adresse au porte-parole du gouvernement. Vous venez de saluer l'engouement des Congolais, mais pour les cardinals, ils pensent qu'il y a eu un désordre qui s'est transformé en frustration. Qui réagit le gouvernement par rapport à cette Oui, mais alors, encore une fois, les frustrations, vous savez, moi j'ai vu des Congolais qui étaient frustrés quand je suis allé voter. Parce que bon, je suis allé voter, il y avait quand même un petit protocole pour nous permettre de voter rapidement, mais j'ai vu des Congolais qui étaient là, qui étaient frustrés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont quitté la file et qu'ils n'ont pas voté plus tard. Et donc ici, le cardinal a ses opinions, d'ailleurs, que nous connaissons tous. On ne pouvait pas nous attendre de lui à avoir une opinion différente que celle-là. Mais il peut regarder la question autrement. Parce que lorsqu'il y a un événement qui arrive, pourquoi vous regardez que ce qui n'a pas marché? Nous tous ici, nous reconnaissons, la CENI reconnaît qu'il y a eu des difficultés. Mais alors, et tous ces Congolais qui ont voté par millions dans des conditions de sérénité, est-ce qu'eux ne méritent pas non plus d'avoir un mot du cardinal? Pour tous ces Congolais, pour tout ce qui s'est bien passé là. Est-ce que le cardinal ne peut pas saluer l'ordre que les Congolais ont observé quand ils allaient voter? Des gens ont attendu 2 heures, certains ont voté la nuit. Est-ce que cet ordre-là ne méritait pas un commentaire du cardinal? Donc, il a ses opinions, il a exprimé ses opinions librement, mais nous notons que lui, il est allé voter. Et quand le cardinal a voté, je ne pense pas qu'il y avait du désordre. Il y avait de l'ordre là où il a voté, parce que j'ai vu qu'il a voté et il a fait une interview juste après. Et donc ici, il faut éviter justement d'avoir des positions qui risquent de donner des opinions aux gens. Des gens considèrent que bon, les propos du cardinal peuvent être des propos qui vont dans le sens d'un camp pour soutenir justement ceux qui veulent contester les processus. Et ce ne serait pas bon que cela soit perçu de cette façon pour quelqu'un qui représente une institution qui est censée être au milieu du village. Il y a des observateurs qui ont été déployés. Nous attendrons de voir les observateurs. On parlait des résultats tout à l'heure. Sortir les résultats qui seront les leurs, si ces résultats seront différents de la CENI. Pour ce qui concerne le retard dans l'ouverture de bureaux, tout le monde l'a reconnu. Et la CENI a dit que là où il y avait de retard, les bureaux avaient le droit d'opérer pendant 11 heures. Et que toutes les personnes qui étaient sur la file, même quand les 11 heures étaient dépassées, pouvaient attendre et être accueillies par les agents des bureaux de vote pour qu'ils votent. Et donc ici, faisons aussi un effort pour regarder ce qui marche et nous allons contribuer à consolider notre démocratie parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on ait une démocratie parfaite. Voilà. Dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. J'ai une petite question. Pour quel média, s'il vous plaît? C'est Dandy Ilunga, okapinews.net. Ma question s'adresse au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je l'ai religieusement suivi parler du déploiement stratégique des hommes en uniforme au Katanga. C'est dans cette même optique d'idée que je voulais vraiment avoir des éclaircissements de ce que nous pourrions retenir quant aux mesures préventives, quant à la sécurisation de personnes et de leurs biens, voire même les candidats présidents, députés nationaux ainsi que provinciaux. D'où ma question est celle-ci. L'instrumentalisation de quelques jeunes de partis politiques, de l'opposition, soit du pouvoir en place, qui tabassent et maltraitent le paisible citoyen. Entre autres, vous connaissez bien la situation de Ndanou, et aussi la situation malheureuse qui est arrivée à Franck Diongo. Comment réagissez-vous? Et j'aurais aussi besoin que le ministre de la Communication puisse aussi y renchérir là-dessus. Merci. Merci. Merci bien. Des mesures préventives quant à la sécurisation de tous les Congolais, nous les avons prises, et plus précisément ou plus spécialement pour les candidats présidents de la République. Nous avons commis à
à leur sécurité 25 hommes armés, équipés pour assurer leur sécurité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Même s'il y en avait qui ne vivent que des conflits, hein, vous le savez. Ici, je parle du cas de Théodore Ngoy, à qui on a remis les premiers, on a mis à sa disposition 25 policiers. Il a dit, retournez avec vos policiers. Et puis, il revient pour dire non, donnez-moi les policiers cette fois-ci équipés, accompagnés de leurs rations, comme si les policiers ne mangeaient pas chez eux. Alors, tout le monde a été bien servi de ce point de vue-là. Instrumentalisation de la jeunesse, nous constatons, et cela de part et d'autre, c'est tout simplement malheureux et nous nous organisons pour décourager ces jeunes à travers un dialogue d'abord, mais également par des moyens, des contraintes, pour qu'ils cessent d'être utilisés par les politiciens. Vous avez cité les cas d'Indanou et de Franck Djongo. Je pense que dans son interview, Franck Djongo a dit qu'il avait parlé avec moi, ce qui est vrai. Il m'avait appelé la veille pour me dire qu'il y avait des jeunes gens qui arrachaient ces affiches. Je lui ai dit que moi-même, je suis aussi victime de cette pratique dans ma circonscription. Il m'a dit, moi, demain, je vais passer à l'action. Je vais aussi enlever toutes les affiches de l'Union sacrée. Je lui ai dit, honorable, ne le faites pas. C'est le rôle de la police. Nous allons déployer des policiers pour rechercher tous ces bandits-là qui ont arraché vos affiches. De grâce, ne le faites pas vous-même. J'étais étonné lorsque j'ai vu des images de Franck Djongo, candidat président de la République, aller lui-même personnellement arracher les effigies, ce qui est déjà une infraction. N'eût été la tempérance du gouvernement, ou en tout cas aussi, il faut ici saluer les victimes de ces actes de l'honorable Franck Djongo, puisqu'il pouvait tout simplement se plaindre contre lui, mais il s'est permis de faire ça. C'est quand même condamnable. En Danou, où j'ai été également, j'ai trouvé un groupe de jeunes qui s'est battu avec un autre groupe. J'ai trouvé des blessés à qui nous avons essayé d'apporter quelques soutiens. Et nous avons donné conseil. C'est parmi les quartiers chauds de Kinshasa. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré des cas de violence de ces côtés-là. Mais le travail de lutter contre les actes de banditisme, c'est un travail quotidien que nous faisons et nous sommes en train de travailler là-dessus et on arrête tous les jours ici les bandits communément appelés Kuluna. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons bouclé le camp Kabila où nous avons arrêté 17 Kuluna qui étaient là-dedans. Hier encore, les équipes de la police sont descendues à Makala où on a encore arrêté des bandits. Et ce travail va s'intensifier, nous pensons réduire sensiblement les phénomènes du banditisme urbain. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Alors, un petit rappel, parce que ici, il faut savoir que nous, gouvernement, nous condamnons toute forme de violence. Parce que vous avez vu notamment cette violence scandaleuse sur cette femme, je pense dans le Kasaï, je n'ai pas la précision. Oui. Mais ça, c'est un acte qui est condamnable et j'espère, monsieur le vice-premier ministre, que ceux qui sont responsables de ces actes seront identifiés, traduits devant la justice. Il n'est nullement question de recourir à la violence dans un jeu démocratique. Et ça vaut pour tous les camps. Il ne faut pas considérer que la violence est le monopole d'un camp ou d'un autre. Ici, il faut le bannir. Et ici, on en appelle aussi au sens de la responsabilité des différents responsables de partis. Parce que lorsque vous dites, le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, que l'ordre public doit être maintenu. Lorsque vous prenez la responsabilité de dire que vous allez faire une manifestation,
ne considérez pas justement que lorsque quelque chose de malheureux, on ne les souhaite pas, ou un incident arrive sur les lieux de la manifestation, il ne faut pas considérer que vous n'êtes pas responsable. Parce que lorsque vous donnez un mot d'ordre, vous devez savoir qu'il peut y avoir de conséquences. Donc ici, non à la violence, au respect à l'ordre public, et non au discours de haine, et non à tout discours tendant à diviser la nation. Les élections, c'est une compétition qui passe, les Congos doivent gagner, et c'est ce qui sera le cas. Parce qu'on a toujours eu des discussions de ce genre, clivage Est-Ouest pendant les élections de 2006, on a toujours eu ça. Les Congos est resté unis après les élections et c'est ce qui sera. Et donc l'essence de l'exercice d'aujourd'hui, c'était de vous dire que le ministère de l'Intérieur qui est en charge, notamment la police pour le maintien de l'ordre public, a pris toutes les dispositions dans le pays pour que cet ordre public soit maintenu. On vous a parlé des différents incidents qui ont été répertoriés et pour lesquels des réponses ont été données. Ici, nous invitons les Congolais au calme et à suivre dans la sérénité la poursuite de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Monsieur le vice-premier ministre, avez-vous une conclusion? C'est d'en appeler à la paix, comme vous l'avez fait. Nous rassurons à notre population que la sécurité sera démise. Nous n'accepterons pas des débordements. Chacun doit agir dans la limite des droits lui reconnus par les lois de la République, ne pas marcher sur les droits des autres, ne pas perturber l'ordre public. Je donne encore conseil aux acteurs politiques d'accepter de jouer les jeux jusqu'au bout. Nous avons choisi pour la démocratie, nous devons y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il y a des contestations à faire dans le cadre de ces processus électoraux, il faut les faire selon les normes et non pas appeler les gens à marcher, à casser, à s'aimer la désolation, puisque dans le langage de la plupart des responsables politiques, ils en appellent même à la sécession, ce qui est beaucoup plus grave, à la haine tribale. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut bannir de notre vocabulaire et prêcher l'unité, l'amour du prochain. Il y aura une vie après la publication de ces résultats. C'est d'ailleurs très dangereux de voir qu'un discours politique peut être relayé par les AN 23. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a une connexion entre ceux qui sont en interne et ceux qui sont en externe. Lorsque vous avez une armée étrangère qui occupe notre territoire, qui soutient un camp politique pendant les élections, il y a lieu de se poser des questions. De toute évidence, ils trouveront l'État en face. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous serez tous au centre Bosolo. Nous vous suivrons à la maison et nous attendrons aussi de continuer à suivre la publication des résultats. Merci et encore nos voeux pour le nouvel an qui va arriver. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de nous voir avant l'année prochaine. Tous nos voeux le meilleur, de bonheur, de santé, de paix, de prospérité pour vous et pour vos membres de famille. Je suis avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Merci et bonne soirée. Et bonne suite de journée parce qu'il n'est que 13h30. Donc ce sera... Je continue. Là c'est quoi, la carte? Nos équipes sont à disposition, ils pourront faciliter. Vous pouvez vous rendre à l'immeuble, au centre financier. Oui, oui. Les équipes pourront donner des informations pour vous permettre. On va vous donner des informations. Les cartes. Non, initialement, c'était prévu que nous nous déployions sur les sites universitaires ou dans les installations des palais du peuple où il y a une accessibilité facile. Et nous allons aller petit à petit dans des communes pour responsabiliser au niveau des communes. C'est une opération qui va nous redonner notre appartenance à la nation congolaise. Et avec une particularité que cette fois-ci, nous avons un numéro unique qui nous colle pour la vie. Nous naissons congolais, nous vivons congolais et nous allons mourir congolais. Certifié. C'était une promesse ferme de notre gouvernement avec le Premier ministre Sama Lukonde, évidemment sous la direction du président. Après 40 ans, quand même, une carte d'identité, ça mérite
Merci Bonne beaucoup. année. Nzambe pona biso, tokotelema kino